Bonsoir, M. Simon. Walter Bonkongo ici. Je suis burkinabé, résident en Belgique depuis 24 ans. Et ma question est la suivante. C'est à savoir où ça a été tourné ce film et à quelle période, quelle année ça a été tourné ce film. Et aussi pour savoir par rapport à cette histoire de Dubaï, maintenant Dubaï ne produit pas d'or, mais Dubaï vend de l'or. Il y a des autorités qui sont là depuis quelques temps, comme vous le savez, comme moi. Ces autorités sont en train de mettre des systèmes pour justement se débarrasser de ce contrôle, à savoir produire et fabriquer les lingots d'or au Burkina Faso. Donc, c'est très, très, très important par rapport à ça. Donc, la première question, je reviens à la première question, c'est quand a été tourné ce film? Je me rappelle la question. Et où ça a été tourné? Je suis burkinabé, je suis moi aussi. Donc, malheureusement, je ne parle que le Maoré, parce que moi, on est majoritaire au pays, donc le Maoré, moi aussi, ne parle pas. Entre guillemets, on ne s'intéresse pas tout ça. Je ne veux pas dire ça. Donc, voilà. Et c'était un très, très bon film. Donc, la question est, donc, je ne sais pas si je me suis bien exprimé par rapport à ça. Donc, par rapport à l'autorité actuelle au pays, qu'on appelle junte ou machin, tout ce que vous voulez, la dynamique actuelle, est-ce que c'est dans le bon sens ou c'est dans le mauvais sens? Produire et faire tout pour que ce genre de situation, que dans 5-10 ans, ça soit résolu. Ça ne va pas se résoudre en un jour. D'accord? Mais dans 10 ans, est-ce que cette situation, si on suit la dynamique de ce qu'on nous propose maintenant, est-ce que ça peut se résoudre? Merci beaucoup, M. Simon. D'abord, on a tourné majoritairement entre 2018 et 2020 dans une mine qui est la mine de Perquois, qui est la région de Réau. C'est en pays Gourounsi, pas très loin de Koudougou. Et pour la question de la junte, alors c'est une junte qui a suscité, je ne vais pas vous l'apprendre, beaucoup d'espoir au sein de la population quand ils sont arrivés au pouvoir. Qu'on a vu ici beaucoup d'un mauvais œil parce que c'est un coup d'État militaire sur un coup d'État militaire que nous, on a du mal à comprendre, mais qui au sein de la population a suscité un espoir. Bon, ça fait un moment qu'ils sont au pouvoir déjà. C'est une situation qui est évidemment compliquée parce que le dossier numéro 1, c'est le recontrôle des régions perdues, entre guillemets, qui sont entre les mains des groupes djihadistes. Donc la guerre, entre guillemets, enfin, même pas entre guillemets, on peut parler de guerre, est le premier dossier qui est difficile à gagner parce que c'est difficile de lutter contre des groupes armés djihadistes. Pour la question de l'or, il y a une volonté de reprendre le contrôle des mines d'or industrielles. Les mines d'or industrielles, elles sont très différentes de celles que vous avez pu voir dans le documentaire. C'est extrêmement mécanisé. Il n'y a pas de galerie, de pioche. Tout est extrait de manière mécanique et industrielle. Et en gros, 90% de l'or qui sort du Burkina provient de ces mines industrielles. Et c'est la première richesse du Burkina. Et donc, il n'y a pas besoin de faire de très très grandes études d'économie pour comprendre que le Burkina peut avoir intérêt à reprendre le contrôle et à renégocier ses contrats d'exploitation d'or industriel pour que la population puisse mieux en profiter. C'est pas normal qu'un pays comme le Burkina, qui est autant riche en or, qui extrait autant d'or, profite finalement si peu de cette manne. Après, c'est le problème du Burkina, c'est le problème d'autres aussi pays d'Afrique, qui est un problème assez récurrent de contrats qui sont assez mal négociés, ou avec aussi de la corruption, évidemment, à des degrés différents selon certains pays. Mais voilà, ils sont en train de renégocier ça. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la confidence de la junte pour savoir si les contrats ont été améliorés, avec qui, etc. Je sais qu'il y a une influence russe suspectée pour renégocier. En gros, c'était les Canadiens majoritairement qui tenaient les mines industrielles du Burkina.
il est supposé, et je mets beaucoup de guillemets à ça parce qu'il n'y a pas rien n'est totalement vérifié, surtout quand il s'agit des Russes, mais il semblerait que le contrôle de ces mines industrielles passe dans le giron russe en échange de contrats sécuritaires avec anciennement Wagner qui a un peu changé de nom, etc. Et je redis que c'est des suppositions. Je fais de bruit de couloir. C'est pas, je ne vous parle pas en tant que journaliste. Voilà, c'est des suppositions seulement. Donc j'espère qu'il y aura un changement pour le Burkina. En tout cas, je ne suis pas certain qu'il y ait un changement de volonté sur les mines artisanales, comme celles que vous avez vues dans le film. De ce que j'ai entendu, il n'y a pas de changement notable et notoire de situation sur ces mines-là. Bonsoir. Merci beaucoup pour le film. J'avais envie de partager un aspect du film qui m'a beaucoup touchée. C'est les moments où Opio dit à son patron ou même quand il est en discussion avec sa maman, enfin je pense que c'est sa maman, et qu'on lui pose une question, est-ce que tu veux trouver là ou ailleurs? Et je trouve qu'il y a un silence comme ça qui est très lourd. Et qui montre en fait le petit n'a pas le choix. Tout le monde essaie de lui donner des semblants de choix alors que le petit n'a pas le choix. Enfin, j'ai trouvé ça. Et pareil avec son patron quand il lui dit propose-moi des solutions. Waouh, quoi. Un petit garçon face à un patron qui lui dit ça. Enfin, voilà, ça m'avait beaucoup touchée. Et je voulais partager aussi autre chose par rapport à. Parce que vous parliez de l'or qui se retrouve à Dubaï, alors qu'il n'y a pas d'or à Dubaï. Et je me dis, en fait, la colonisation a quand même fait énormément de dégâts. Je me dis, par exemple, en Belgique, on produit beaucoup de chocolat, pourtant, on ne voit pas trop où sont les fèves de cacao. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui sonne faux. Et donc, voilà. Enfin, j'ai pas vu la fin, mais donc, du coup, c'est en français à l'école. Et je me dis, c'est quand même fou parce que la colonisation a imposé sa langue et ses codes. Et finalement, en fait, les locaux, ils doivent se plier. Et on parle beaucoup maintenant des groupes djihadistes et de la corruption, etc. Et c'est vraiment regrettable. Mais je pense que le côté déstructuré, en fait, de beaucoup de pays a été vraiment amené par la colonisation. Qui a déstructuré, qui a proposé des nouvelles structures qui ne correspondaient pas du tout aux personnes. Et je trouve ça triste parce que ça continue encore aujourd'hui. Oui, ça a déstabilisé. Et je pense par exemple à un autre pays qui a été aussi colonisé, par exemple le Maroc. Il y a plein d'écoles françaises partout. Mais les écoles françaises, elles sont moins chères pour les Français expatriés que pour les Marocains locaux. Alors qu'il y a quelque chose qui est... Voilà, je trouve que c'est vraiment à questionner et que c'est si on n'a pas si on n'a pas pris sur les groupes djihadistes et la corruption, je pense que on a un peu pris sur la politique étrangère que les pays de l'Occident mènent. Voilà, et un dernier truc, et après je cède la parole, je voulais dire que moi j'ai eu la chance d'aller au Burkina Faso avec une association il y a 16-17 ans. Et on avait rencontré un petit garçon aussi qui travaillait pour payer sa scolarité. Et c'était un enfant qui devait avoir, à mon avis, 10-12 ans. Et il nous avait partagé qu'il c'était un cireur de chaussures. Et il le faisait avec une dignité incroyable. Et donc, il disait au membre de la sauce, moi, j'ai pas envie de faire le fainéant et d'aller demander de l'argent à mes parents pour l'école. Je le fais moi-même. Et voilà, je trouve que c'est aussi une leçon de vie pour chacun et chacune de voir ces enfants-là et la force qu'ils ont. Et je me demandais aussi si vous aviez pu voir les jeunes filles, au niveau du travail des jeunes filles, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort plus? Voilà, merci beaucoup. Merci pour vos questions. Je vais essayer de ne pas en oublier. Je vais commencer par la fin peut-être. Il n'y a pas vraiment de filles qui travaillent sur la mine d'or parce que les guerres souterraines sont interdites aux femmes par superstition parce que, comme vous l'avez peut-être compris, pour les Gurunsi, l'or est vivant, c'est-à-dire qu'il se déplace. On peut l'attirer, il peut fuir, et les femmes font fuir l'or.
Et donc les femmes ont autorisation d'exploiter une partie seulement, mais qui est à l'extérieur de la mine. Et donc elles n'étaient pas sur la partie où nous on travaillait. Et ils utilisent ces femmes pour fermer la mine, pour empêcher l'or de fuir plus loin. Ils s'en servent un peu comme repoussoir, en fait, concrètement. Pour la question des langues et de la colonisation, évidemment, le français est la langue officielle. C'est-à-dire que c'est la langue d'État, c'est la langue des institutions, la langue du journal télévisé, etc. Et ça pose question, évidemment, parce que c'est la langue coloniale, entre guillemets. Et le problème, c'est que le Burkina, il y a une vingtaine de langues qui sont couramment parlées. Donc le moré est la langue majoritaire, avec les mossis qui sont majoritaires dans le pays, mais ils sont pas... il y a vraiment 20 langues couramment parlées. C'est-à-dire que si vous allez chez les Gurunsi, si vous parlez français et moré, ça va être très compliqué. Souvent, effectivement, le moré est la langue un petit peu passerelle entre toutes parce que c'est la plus couramment parlée. Donc, si on veut aller à la capitale, il faut savoir parler au moins soit français, soit moré, sinon c'est impossible. Parce que la capitale est en pays mossi et que les mossis sont ultra majoritaires à la capitale. Mais il y a évidemment des gens qui disent bon, peut-être que ça peut être temps de changer la langue officielle et de passer pour le moré. Sauf que ça ne plaît pas à tout le monde. Ça crée des tensions aussi avec les autres groupes qui se disent ah, mais pourquoi le moré est pas... Ça pose une question. Mais le français, c'est aussi la langue véhiculaire entre les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Le Burkina, c'est pas un seul pays. Donc si vous changez la langue officielle du français, quelle langue vous parlez avec les Maliens, avec les Sénégalais, avec les Togolais, etc. Et les Ouest-Africains sont attachés à cette communauté-là. Donc certes, c'est un héritage colonial, mais on a une histoire commune. Je veux dire, aujourd'hui, il faut la regarder dans toute sa complexité, avec ses douleurs, etc. Mais on a une histoire commune. Et je trouve qu'on le sent beaucoup quand on voyage au Burkina, de ce passé commun. Je veux dire, il y a peu de... il n'y a pas vraiment d'animosité. C'est un peu comme des pays cousins. Il y a un truc de fraternité, en fait, entre les Burkinabés et les Français qu'on ressent. Et on parle beaucoup de sentiments anti-français. Je ne l'ai jamais ressenti. Parce que j'ai toujours senti qu'en tant que Français, on est ensemble, quoi. C'est vraiment l'expression burkinabé. Il y a quand même quelque chose d'assez fort entre nous, malgré le passé commun qui est parfois difficile à regarder en face sur certains aspects. Après, c'est un long débat, on pourrait en parler évidemment pendant des heures. Mais bon. Pour le début de votre intervention sur la question du choix ou du non-choix d'Opio, c'est-à-dire qu'Opio écoute énormément sa mère parler, son père décider pour son destin, lui donnant l'impression qu'il a prise sur son destin. Et il n'en a pas vraiment en réalité. Mais c'est un peu l'histoire d'Opio qu'on peut deviner entre les lignes. En gros, Opio, c'est un garçon qui au début était scolarisé jusqu'en CE2. Et quand il était petit, son père a pris une deuxième épouse avec qui il a eu de nouveaux enfants. Et le village ne vit que des récoltes de millet et du troupeau qu'ils exploitent. Et il y a une année où les récoltes n'ont pas été bonnes de millet, donc ils n'ont pas fait le plein des greniers à grains. Et donc concrètement, il y avait trop de bouches à nourrir pour la quantité de récoltes qu'il y avait au village. Et donc c'est posé la question de qui part. Et Opio, à ce moment-là, c'était un des aînés. Il avait 8 ans et c'était l'enfant de la première union de son père. Et donc, il a un devoir, une responsabilité vis-à-vis de sa famille, de, à minima, soulager sa famille d'une bouche à nourrir et d'essayer de ramener l'argent pour sa famille. Concrètement, personne n'a foutu à la porte. Ses parents ne lui ont pas dit du jour au lendemain, bon, maintenant tu pars. Ça se passe pas comme ça, en fait. C'est beaucoup dans les non-dits et dans le poids culturel qui repose sur ces gamins-là, qui se sentent et qui se savent responsables. Et donc, Opio, il a choisi de lui-même, à 8 ans, d'assumer cette charge-là et de partir se trouver un boulot. Sauf qu'un gamin qui a 8 ans, qui parle pas français, qui est allé que jusqu'en CE2 à l'école, le seul endroit où il peut travailler, à cet endroit-là,
c'est la mine d'or, qui accepte des gamins parce qu'on leur fait des petites tâches, etc., à droite à gauche, des petites courses, qui rendent service aux orpailleurs, et donc il s'est greffé à une équipe d'orpailleurs qui est devenue sa deuxième famille. Parce que là où c'est tragique pour Opio, c'est qu'il a été obligé de partir à la mine. Et ses parents lui ont toujours dit « t'aurais pu rester », alors que lui sait que c'est faux. Parce que sinon, ils n'auraient pas eu de quoi manger jusqu'à la fin de l'année. Et son père lui a toujours reproché d'être allé travailler à la mine parce que les orpailleurs sont très mal considérés dans les populations rurales. Ils sont vus un peu comme des bandits, comme des sans-foi ni loi, des insolents, etc. Et donc, il a un peu renié son fils parce qu'il est devenu orpailleur. Et dans le même temps, à chaque fois qu'ils le voient, ils espèrent qu'il revienne avec l'argent. Et quand il revient sans argent, il se fait un peu dénigrer. Et donc, c'est la situation dans laquelle est Opio, qui est extrêmement difficile sur le plan affectif, parce qu'on lui dit « tu peux revenir, on prendra soin de toi ». Il sait que c'est pas tout à fait possible, parce que c'est possible une année où les récoltes sont bonnes, et l'année suivante, si les récoltes sont moins bonnes, il faudra de nouveau partir. Et donc, dans ces conversations-là, Opio a tendance à se murer dans le silence, et il y a dans son regard quelque chose de très électrique. On sent qu'il va imploser. Et je veux dire, il va pas se mettre à insulter ou à crier sur ses parents parce que culturellement, c'est pas possible. Il y a le respect, mais on sent dans son regard qu'il a une colère qui est vraiment intense vis-à-vis de tout ça, et je peux le comprendre.